messieurs, vous êtes toujours sur GMTV+. Nous parlons des mines en Afrique en général. Nous allons maintenant parler du cas spécifique du Cameroun où une convention minière a été signée entre l'État du Cameroun et une compagnie chinoise. Pour en parler, nous recevons Dr Baraja Youmsi, expert en mines et en pétrole, chercheur enseignant qui a une expérience d'une richesse incommensurable. Rebonsoir, Dr Baraja Youmsi. Bonsoir, M. Jacques Mafon. Nous allons maintenant parler de votre pays, le cas spécifique de votre pays, le Cameroun. Alors, cette convention, on l'appelle comme ça, minière signée entre l'État du Cameroun sur le gisement de fer de Kribi. Il faut déjà dire que la compagnie chinoise qui s'appelle comment? Vous avez le nom? Sinosteel. Sinosteel n'a pas découvert ce gisement-là. Ce gisement avait été découvert déjà à l'époque coloniale. Hein? C'est bien ce que j'ai lu. Hein? Tout à fait. Très bien. Est-ce que le Cameroun est-il un pays minier? Je pense que je vais décevoir personne ici. Hein. Le Cameroun n'est pas un pays minier. Moi, je ne réponds pas la négation. Le Cameroun n'est pas un pays minier. Pourquoi? Pour moi, qui dit pays minier dit un pays où il existe une production minière. Dites-moi, vous connaissez une mine au Cameroun? Je ne suis pas géologue, donc je suis journaliste. C'est vous qui allez vous... Une mine, ça ne se cache pas. Une mine, elle peut être à ciel ouvert ou une mine souterraine. Moi, je ne connais pas. Hein. Je ne connais pas des mines au Cameroun. Je connais des exploitations artisanales dans la zone de Betaroya, sur l'or. C'est tout. Hein. C'est tout. Je parle de l'exploitation artisanale et peut-être semi-mécanisée, à part des Chinois, mais bon, ça, c'est pas une opération sérieuse. Je vais répondre à une question, Dr Barnier aussi. Le Cameroun pourrait-il devenir un pays minier? Tout à fait, tout à fait. Bon, tout à fait. Tout pays a un potentiel minier. Tout pays, par définition, a un potentiel minier. Et le Cameroun en est un. Bon, maintenant, je l'ai dit tout à l'heure, quelle est la stratégie qui est mise en place pour pouvoir faire de notre pays un pays minier? Il y en a-t-il ou pas? Depuis que nous n'avons pas hérité de nos colons d'une mine, nous sommes restés sans mine. Nous sommes aujourd'hui un pays pétrolier. Pourquoi? Ce n'est pas parce que ce sont les Camerounais qui ont découvert le pétrole. C'est parce que les Français, en partant, ils ont laissé les gisements de pétrole. OK? Donc, comme les Français, en partant, ne nous ont pas laissé une mine, nous sommes restés sans mine. Le Gabon a une mine parce que les Français ont laissé le manganèse, la mine de Mwanda. Le Cameroun n'a pas de mine parce que les Français, en partant, n'ont rien laissé. Cela signifie qu'en 60 ans, l'État du Cameroun n'a pas été capable de mener des recherches. Non, je ne vois pas la question comme ça. Là. Ça veut dire que ce n'était pas une priorité. Okay? Il faut quand même comprendre, il faut parfois mettre des choses dans leur contexte. Dans 60 ans, la mine n'était pas aussi attractive. Okay? L'or ne coûtait rien. Le fer ne coûtait rien. La bauxite ne coûtait rien. Ça ne nous intéressait pas. D'accord. Okay? Mais sauf que tout dépendait de la vision qu'on avait à l'époque. Parfois, on peut découvrir des gisements qu'on sait. Par exemple, vous voyez la Chine. Vous pensez qu'ils viennent chez nous chercher du fer parce qu'ils n'ont pas du fer chez eux? Tout dépend de la stratégie. Les Chinois, aujourd'hui, ils savent que ces gisements-là ne sont pas éternels. Ils savent clairement que ces gisements, M. Jacques Mafon, ne sont pas éternels. Bon, aujourd'hui, nous laissons tout le monde venir prendre. D'ici 50 ans, on n'aura plus rien. On sera dépendant. De ceux-là. À qui on a offert tout. À qui on a tout donné. Ils vont nous tasser ça. On va acheter ça même 1000 fois plus cher. Ils n'auront pas pitié de nous. Hein. Ils n'auront pas pitié de nous. C'est ça qui seront toujours. C'est comme ça qu'ils seront toujours supérieurs à nous. Est-ce que nous sommes obligés de laisser ces gens-là venir exploiter nos ressources? Nous ne sommes pas obligés. On peut garder ça pour la génération future. On peut bien garder ça. Monsieur Jacques Mafon, on peut bien faire les recherches aujourd'hui. On met en évidence des gisements, on quantifie ces gisements et on met ça dans les banques. On garde. On dit qu'on ne touche pas. On ne touche pas parce que nous savons que d'ici 20, 30 ans, il y aura manque.
faut Tout dépend de la vision, tout dépend de la stratégie. de la vision, et la vision, je veux pas parler politique, mais la vision politique, malheureusement. Je ne sais pas si c'est la vision politique, ça veut dire tout dépend de la stratégie que je mets en place. Parce que parfois, vous pouvez avoir un vêtement. Vous dites, ah, moi, je ne vends pas ce vêtement aujourd'hui parce que je sais que d'ici 10 ans, ce vêtement coûtera 2 fois le prix d'aujourd'hui. OK? J'ai dit, je ne vends pas, je garde. Puisque je ne suis pas obligé de vendre, qu'est-ce qui me pousse aujourd'hui à vendre ce vêtement? Je suis pas voilà. J'ai dit non. J'ai dit, ma stratégie me demande de faire ceci. OK? Et je répète, je le dis et je le répète. Les compagnies, les multinationales, que ce soit françaises, américaines, canadiennes, australiennes, chinoises, russes, qui viennent aujourd'hui chez nous, ne viennent pas parce qu'ils n'ont pas. Ils viennent parce qu'ils veulent du moins cher. Ah, et ils savent que demain, nous allons payer ça cher. C'est exactement ce que votre pays, le Cameroun, fait dans le cas de la bauxite de la Guinée-Conakry. Bon, je ne suis pas au courant du deal avec la Guinée-Conakry. Je sais quand même que Rio Tinto avait racheté Alucam. OK? Parce que Rio Tinto voulait faire transformer sa bauxite de la Guinée à Alucam, à EDA. Bon, il y a eu un souci sur l'énergie. Nous avons un coût de l'énergie assez élevé au Cameroun. Et vous savez que la bauxite nécessite beaucoup d'énergie pour pouvoir le transformer. Et je pense que c'est là où Rio Tinto s'est découragé et a revendu même ce produit à l'État camerounais, c'est pas moi qui, à un franc symbolique. Okay. Donc, ce n'était pas que le Cameroun faisait, non, c'est Rio Tinto qui avait racheté l'usine pour traiter sa bauxite qui devait venir de la Guinée. Guinée-Conakry. Voilà. Okay. Docteur Bajayoussi, vous m'avez surpris en déclarant que le Cameroun n'est pas un pays minier. Pourtant, il y a quelques années, je crois moins de 5 ans, ou maximum 5 ans, le Cameroun a créé la Société nationale des mines, Sonamine. À quoi sert Sonamine au Cameroun donc? Non, la Sonamine n'a pas été créée à 5 ans. La Sonamine a été créée, ça fait moins d'un an, l'année dernière, par décret présidentiel. D'accord. Par décret présidentiel. Écoute, la création de la Sonamine n'a rien à voir avec le statut du Cameroun non minier. OK? La création de la Sonamine, c'est une bonne chose. Si vous avez suivi mon interview sur le secteur minier camerounais il y a 1 an, je parlais déjà de la création du société nationale. Ça fait partie de la vision. Ça fait partie de la vision. Quand la vision est bien préparée et bien décrite, ça fait partie de la vision. Parce qu'un pays qui se veut minier doit avoir sa compagnie nationale minière. Comme un pays qui se veut pétrolier doit avoir sa compagnie nationale pétrole. Okay? Donc, la Sonamine a sa place. Bon, maintenant, est-ce que la Sonamine respecte ce que le chef de l'État a écrit, ses missions? C'est là où il y a un problème. Parce que la Sonamine aujourd'hui se retrouve en train de discuter les sites d'orpaillage avec les orpailleurs. Mais ce n'est pas ça la mission d'une compagnie minière. Je suis désolé. Quelle est la mission de la Sonamine pour vous? La mission de la Sonamine, vous prenez l'article 4 du chapitre 2 du décret de création de la voie, il y a peut-être 10 points là. La Sonamine est là pour développer des projets miniers et non pour développer des sites d'orpaillage. Comment on peut nous réduire à ce niveau-là? À vous entendre, on pourrait déduire tout simplement ceci, que le secteur minier ne participe pas au développement du Cameroun aujourd'hui, pas encore. Non, mais à ce jour, vous pouvez voir que le volet recettes dans le budget du Cameroun, le secteur minier n'apporte rien, même pas 1%. Donc, ça n'apporte rien, c'est pratiquement inexistant. C'est quand même curieux, docteur Bajayoussi. Le Cameroun forme pourtant des ingénieurs en mine, en géologie, mais c'est pourquoi faire? Ça rentre encore dans le cadre de la vision. Okay? Donc, quand la vision est là, on joue avec l'offre et la demande. Okay? Et donc, c'est fonction de ça maintenant qu'on forme. Mais quand on n'a pas cette visibilité, on se met à former sans savoir
sans savoir si vraiment ce qu'on sont en train de sortir comme ingénieur ou comme géologue, le marché les absorbe. C'est tout. Okay. Donc, j'espère que vous allez encore revenir sur le projet de Kribi parce qu'on n'en a pas parlé. J'ai bien l'intention d'y revenir. Je veux d'abord comprendre pourquoi forme-t-on des gens qu'on ne peut pas employer? C'est pour ça qu'il dit que pour écrire une vision, ce n'est pas l'affaire d'un seul ministère, hein, c'est l'affaire de tous les ministères. De l'enseignement professionnel, de l'enseignement supérieur, de l'éducation nationale, tout ça là. OK? Et chaque ministère vient avec ses inputs. OK? Et c'est comme ça que les universités, maintenant, en fonction des prévisions, maintenant, font de dosage au niveau de la formation. OK? Au lieu de remplir les classes de 50, peut-être on peut prendre 10 parce qu'on sait que le marché a besoin de tel nombre. OK? Donc, bref, c'est un travail qu'il faut faire. On doit former, oui, mais combien? Combien? Qu'est-ce que le marché propose? Pour en faire quoi? Voilà, donc il faut regarder quelles sont les activités. Bon, quelles sont les compagnies en principe qui ont des titres miniers au Cameroun? Est-ce que ces compagnies-là travaillent? S'ils travaillent, quels sont les besoins en spécialistes? Quels sont leurs besoins en spécialistes? On les quantifie en fonction parce qu'il n'y a pas que les géologues, il y a des géophysiciens, il y a des foreurs, il y a etc. Tu comprends? Donc tout ça là, on met des enquêtes, on va auprès des compagnies et on demande leurs besoins. C'est en fonction de ça qu'on travaille la stratégie, qu'on propose aux universités. Voilà ce que d'ici 5 ans, on aura besoin. Voilà le nombre qu'on aura besoin de géologues, d'ingénieurs de mines, tout ça. Et les universités forment en fonction de ça, sachant qu'ils seront absorbés par le marché. Mais vous-même, vous êtes aujourd'hui enseignant à Bamenda au Cameroun, donc au nord-ouest du Cameroun. Je suppose que vous formez des géologues. Je suppose. Bon, nous formons des ingénieurs en pétrole. Oui. Des ingénieurs en pétrole. Alors, lorsqu'ils vous posent des questions sur les débouchés, les potentiels débouchés, avez-vous des réponses à leur donner? Oui, en tant qu'enseignant, j'ai des réponses à leur donner. Je leur dis la vérité. Le marché d'emploi n'est pas aussi facile, mais il y a des opportunités. Maintenant, ça dépend de comment on se vend. Je leur dis, ne regardez pas seulement localement, regardez aussi à l'étranger. Moi, j'ai évolué tout le temps à l'étranger. OK? Ne regardez pas seulement que l'État vous absorbe ou que les compagnies privées vous absorbent. Regardez aussi comment vous pouvez faire pour créer vous-même des emplois pour les autres. C'est pour ça que dans mon école, nous avons introduit un cours qu'on appelle l'entrepreneuriat. J'ai tenu des étudiants en entrepreneuriat l'année dernière. OK? Voilà. Donc, vous apprenez à vous auto-utiliser. OK? Vous pouvez finir votre formation, vous créer des sociétés de services. Et vous vous rapprochez auprès de Perenco, d'Adas, tout, même de la SNH, proposer vos services d'interprétation des données géophysiques ou d'interprétation des carottes ou d'échantillonnage des carottes ou des services sont énormes, Jackie. OK? Donc, on se faire. J'ai cru qu'on est coupé. Non, ça va? Oui. Donc, c'était pour dire qu'on ne va pas juste à l'école pour dire, on va me donner du travail. Non, il faut avoir plusieurs options dans la tête. Je peux trouver au travail à l'étranger, je peux trouver au travail localement, ou je peux moi-même faire de l'entrepreneuriat. Très bien. J'en profite pour saluer Francis Yapi du côté du Canada, qui travaille dans le secteur pétrolier et qui a eu du mal à se mouvoir dans son pays d'origine. Je salue aussi Valentin Noumi à Bergen en Norvège, qui est sorti d'une école d'ingénierie. On les forme pour aller chercher du pétrole à 1000 mètres en dessous du lit de la mer. Il est sorti d'école il y a cela 11 ans, c'est en 2022. C'était en 2011 qu'il sortait d'école et j'étais allé couvrir sa sortie d'école à Bergen en Norvège. Alors, docteur Benjamin, pourquoi n'a-t-on pas, dans votre pays, le Cameroun, un ministère chargé uniquement des mines et du pétrole, comme c'est le cas, par exemple, au Gabon voisin? Là, c'est une décision du président de la République. Mais, ça dépend de la place que nous donnons aux mines ou au pétrole. OK? Et je vous ai dit tout à l'heure, le Gabon, à travers le plan Gabon, oui, le PSGE,
avait, c'était il y avait 3 axes, il y avait le secteur minier qui avait aussi une grande place. Donc, ça nécessitait cette attention particulière. Okay? D'où on a abouti, là, au dernier gouvernement, à la création d'un ministère des mines. C'est pas toute première fois. À l'époque, le ministère des mines était mélangé avec l'industrie, était mélangé avec la planification, était mélangé avec le pétrole, était mélangé avec l'énergie et tout ça. Ben, c'était, donc, si aujourd'hui, on dit, nous devons faire le secteur minier pour faire des lances de nos économies, ça veut dire qu'il faut donner beaucoup d'attention, beaucoup plus d'attention au secteur. Ça veut dire que ce secteur a besoin d'un ministère qui ne s'occupe que des mines. Là, ça permet au ministre de ne pas être dispersé, de ne pas en train de se retrouver en une journée, il est en train de participer à la réunion de la planification, de l'autre côté, à la réunion sur l'industrie. Là, il se concentre sur les mines et là, il délivrera des résultats. OK? Et dans mon interview sur l'association minière, j'avais aussi proposé ça, que vraiment, si nous voulons faire du secteur minier un pan assez important de notre économie, il est important de penser à créer un ministère uniquement des mines. Okay? Qui va s'occuper de cette grande politique minière. Parce qu'aujourd'hui, à défaut d'un ministère des mines, nous avons la Sonamine qui veut pratiquement jouer le rôle d'un ministère, ce qui est impossible. Ils sont une société. Ils veulent jouer le rôle du ministère. Comment? J'ai même entendu que la Sonamine propose des titres miniers aux compagnies minières. Pardon? Ils étaient à Cape Town au début du mois de mai. On venait me dire que la Sonamine nous propose des permis. Ils peuvent nous délivrer des permis. Je dis que c'est un scandale. Wow. Je n'ai vu nulle part dans l'émission de la Sonamine qui sont capables de délivrer des permis miniers aux compagnies. Le Cameroun, c'est vraiment le Cameroun. Docteur Bajaoussi, ce Cameroun vient de signer une convention minière avec Sinostel, dont on a déjà parlé, pour le développement du gisement de fer de Lobé. L'encre n'a pas fini de couler. Comme vous disiez dans votre article, la convention, dans sa consistance, mérite pour le moins d'être analysée. Qu'est-ce qu'une convention minière et quelle différence y a-t-il entre une convention minière et un code minier? Non, mais non, la convention minière vient du code minier. Dans le code minier, il est très clair. Quand un opérateur a fini des recherches et qu'il a mis en évidence un gisement et qu'il a justifié que ce gisement est économiquement rentable, il a ce droit de venir faire une demande permis d'exploitation. Sauf que pour obtenir le permis d'exploitation, il faut déjà signer une convention minière. La convention minière, c'est un contrat. C'est un contrat entre l'État du pays où vous voulez obtenir le permis et le partenaire qui est. Et c'est là où vous définissez les grands thèmes, comment vous allez fonctionner. Parce que généralement, quand vous passez à l'exploitation, l'État a droit à des participations dans le projet. Okay? Et pour cela, il faut, non seulement l'État devient un partenaire aussi incontournable, mais aussi, il faut déjà vous entendre au niveau de la taxe, au niveau des taxes, au niveau de la gestion de l'environnement, au niveau de la gestion du social, au niveau des exonérations, parce qu'il y a beaucoup de machinerie que vous allez faire venir dans le pays et que peut-être l'opérateur ne souhaiterait pas être taxé là-dessus, la douane par exemple. Okay? Donc, c'est dans ce document-là qu'on retrouve un peu tout. C'est comme en principe un cahier de charges où on retrouve tout et voilà, il y a tous les termes. Revenons sur cette convention signée entre le Cameroun et la société chinoise Sinotel. Vous êtes allé vent debout, vous avez fortement critiqué cette convention signée. Vous avez commis des articles que j'ai moi-même publiés sur JMTV+, Cameroun/projet de fer Lobé Crédit. La convention minière aurait pu être mieux négociée. Pouvez-vous nous éclairer un peu plus là-dessus encore, en dehors de ce que vous avez écrit et que nous avons sans doute lu pour certains? Monsieur Jacques Moifon, avant d'arriver au niveau de la convention, parce que il faut commencer, il faut commencer par le commencement. Hein, Allez-y. Vous avez une compagnie, Sinostel, qui arrive au Cameroun en 2008, qui obtient un permis de recherche sur le projet de faire de Lobé à crédit. Et je tiens à vous rappeler que ce projet de faire de Lobé crédit existe depuis. C'est un gisement qui a été mis en évidence dans les années 53. C'est clair, ce n'est même pas discuté. C'est là.
Vous voyez, le fer, à la différence de l'or, est visible. On ne cherche pas le fer. C'est là. D'accord. C'est l'or qu'on cherche. Le fer, on ne cherche pas, c'est là. Le manganèse, on ne cherche pas, c'est là. Okay? Ce sont les montagnes, on voit. Tout le monde voit, ça ne se cache pas. D'accord. Donc, on peut pas chercher ce qui est là. D'accord. Pour les spécialistes, Comment on peut chercher le visible? pour les spécialistes, comme vous ne cherchez pas, vous voyez, ben nous, les profanes, nous ne voyons rien. Mais non, les villageois voient la montagne, ils voient. Et ils vont là, ils consomment qu'il y a de la rouille. C'est là, on voit. Ah, d'accord. On voit, c'est pas, on voit. D'accord. Donc, non seulement c'était visible, mais ça avait fait l'objet des travaux par les colons dans les années antérieures. Donc, c'était, quand on ouvre les livres sur les gisements au Cameroun, on parle des mamelons du Kribi, on appelle ça mamelon de Kribi. En voilà le nom en principe. Okay. Les mamelons. Okay? Ça fait allusion aux mamelles. Okay? Donc, c'est là. Et à l'époque, quand on donne le permis de recherche aux Chinois, M. Jackie, c'est pour qu'il confirme les réserves. Donc, c'est même pas pour qu'il cherche, c'est pour qu'il confirme. Que veut dire confirmer? Parce que pourquoi on a demandé, donnez-moi ce permis? Moi, je pense que les Chinois à l'époque doutaient de la quantité de fer que les autorités leur disaient. OK? Et on a dit, OK, nous vous donnons le permis de recherche pour aller confirmer les réserves. Juste confirmer. C'était juste confirmé. Parce que vous ne pouvez pas, je répète, on ne cherche pas ce qu'il a trouvé. D'accord. Voilà. Donc, c'était ça, confirmer les réserves. Ils ont eu le paiement en 2008. Et en 2014, ils décident de déposer une demande d'exploitation où ils justifient qu'ils ont trouvé X selon ce qu'ils ont déclaré, 650 millions de tonnes de minerai de fer à 33%. Sauf que le minerai 33% ne se vend pas à l'international, on ne vend pas ça. Il y a une teneur qu'il faut pour vendre. C'est à partir de 63%. OK, de teneur en fait. C'est pour ça que quand tu as un minerai qui est à 33%, tu es obligé de passer à un processus d'enrichissement. Le processus d'enrichissement, c'est un processus qui est très simple. Vous concassez, vous broyez, vous passez ça dans des circuits, puisque le fer est en général magnétique. Okay? Donc, quand tu pas du fer, quand vous prenez les mains, vous mettez sur le fer, ça colle. Voilà, donc c'est comme ça que l'opération de concassage et de broyage permet de sortir, d'éliminer les impuretés, les déchets. Et quand on élimine de la boue, les impuretés, ça augmente, ce qui ressort augmente en teneur. Okay? Le principe est simple. D'accord. Voilà. C'est ce qu'on appelle enrichir le fer, donc. Quand un fer est de qualité pas assez élevé, on enrichit. Parce que généralement, ce sont des stabérites. D'accord. Okay? Voilà. Donc, ils disent qu'ils ont trouvé 150 millions à 33. OK? Bon, là, sur ce point, il dit qu'il y a un souci. Lequel? Déjà, le type de fer. Le type de fer. Nous vous écoutons, le type de fer qu'on rencontre un peu partout nous dit ceci. Quand on a affaire à un gisement de fer établi, je vous ai dit tout à l'heure que ce sont des gisements qui sont apparents. Apparents, oui, on les cherche pas, on les voit. On ne les cherche pas. Ça veut dire que vous avez vu une montagne. C'est comme quand vous avez vu une montagne, c'est comme ça que ça fait aussi une montagne en dessous. Et la montagne, bon, on appelle ça montagne en dessous, hein, donc c'est une forme conique comme ça aussi en dessous. Je pense ça comme ça. Okay? C'est sous forme conique, quoi. Voilà. Et cette forme qui est en dessous, on appelle ça la roche saine. D'accord. C'est une roche qui n'a pas été exposée aux intempéries, à l'altération. C'est de ça que les Chinois nous parlent, que ça fait 33%. J'essaie un peu de c'est une caricature, hein, pour que tout le monde essaie un peu de comprendre. OK? Donc, la partie qui est exposée, qui a subi tout ce qu'on appelle intempéries, tout ça là, donc altération supergénique, cette partie, en principe, M. Jackie Mafon,
subit un enrichissement naturel. OK. Et qui porte la teneur du minerai à 65%. Naturellement. Naturellement. Naturellement, c'est cette partie qui est exposée. Et c'est ça qu'on appelle de l'hématite. D'accord. OK? Mais les Chinois, ils sont trop intelligents. Comment ils nous prennent plus de cons? Dans leur calcul des réserves, M. Jacques Mafo, ils ne parlent pas des hématites. D'accord. Ils ne parlent pas des hématites. Et je suis quand même étonné que nos ingénieurs géologues du ministère restent muets sur ce lever de bouclier que j'ai fait. Okay? Où sont les hématites? Qu'est-ce que les Chinois ont fait des hématites? Moi, je parle ici de 40 millions de tonnes de minerais à 65%, Jackie. Et je parle de 40 millions de tonnes de minerais de fer à 65% que les Chinois ont carrément oublié de présenter. Prenez 40 millions de tonnes à 65%, multiplié par 90 000 francs la tonne. Ça fait combien? Ça fait, je n'ai pas une calculatrice dans ma tête, mais ça doit faire un bon pactole, non? Ça fait, parce que je prends 140 $ la tonne, OK? Je multiplie par 40 millions. OK? Ça nous fait Jackie, monsieur Jackie, c'est beaucoup. combien? C'est beaucoup. Moi, je n'arrive même pas à voir les zéros, mais c'est beaucoup. Bon, je vais essayer un peu d'aller autrement. Ça te fait 4 années de production de fer non déclarés par les Chinois, parce qu'ils ont dit qu'ils devaient produire 10 millions de tonnes par an. Non? Oui. Ça fait 4 années oubliées par les Chinois. Mais dites-moi, nous Ah, sommes... oublié. Bon, je préfère dire que c'est oublié. On va être poli en disant oublié. Oui, je préfère dire que c'est oublié. Mais, comment on a pu oublier 4 années de production de fer à 10 millions de tonnes par an? waouh. Ça veut dire 40 millions de tonnes oubliées. 40 millions de tonnes oubliées, les hématites. À 140 $ la tonne. À 140 $ la tonne aujourd'hui, Ça soit veut 90 dire 000 francs CFA. rien que Voilà. les hématites, ces hématites-là, oubliées de 4 années, peuvent construire toute cette région-là et construire les infrastructures routières au Cameroun. Mais c'est beaucoup d'argent parce que je veux vraiment que ce soit les autorités du ministère, que ce soit les Chinois, qu'ils viennent nous dire où sont passés les hématites, le minerai magnétique, ce minerai apparent qui a subi un enrichissement naturel. Passé où? C'est passé où? Pourquoi il ne déclare que la roche saigne, la roche enfouie? Où est la roche qui a été exposée, qui s'est enrichie tout à fait d'une manière naturelle? Les hématites. Il est impossible que dans le gisement de fer à type établistique, qu'il n'y ait pas d'hématite. Il est impossible que tout géologue qui pense que c'est possible vienne m'expliquer. Avec un gisement qui apparaît. Alors, depuis la publication de cet article, chers téléspectateurs, que je vais republier en dessous de cette émission. Monsieur Jackie, oui. ça c'était le premier point sur ce gisement. Oui. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec les réserves déclarées. Ah bon, en plus? Non, quand je dis les réserves, ça veut dire qu'ils ont caché la partie hématite, les 40 millions de tonnes. Ils ont caché, ça veut dire que les réserves qu'ils ont dit prouver là, non. Il y a des hématites, 65%, prêts à être exportés. C'est un minerai, monsieur Jackie Mwafo. Le bulldozer vient creuser, chat dans le camion, on va mettre dans les tanks en main et ça va sur le marché. Ça ne suit aucun traitement. Aucun traitement. Aucun traitement. Deuxième point, dans ce gisement, les Chinois omettent de nous parler des minerais connexes qui sont associés au gisement de fer. Qui sont? Qui peuvent être l'or et les métaux de base. Et quand j'ai parlé
les gens sont un peu étonnés. L'or dont je parle, ce n'est pas de l'or apparent. C'est de l'or qu'on retrouve à environ 70, 80, voire 100 mètres en dessous du sol. C'est une minéralisation qui se fait dans la zone de contact entre les itabérites et les roches porteuses à travers des filons de quartz. Donc, pour me challenger là-dessus, il faut avoir compris le gisement, compris le type de gisement. L'or dont je parle n'est pas apparent. OK? Wow. Jackie, je vais vous dire quelque chose qui va encore vous étonner. J'ai reçu une information et qui me conforte dans ma position. Est-ce que vous savez que les Chinois, quand ils étaient sur site, Jackie, le personnel local, quand le personnel local dormait, les Chinois ne faisaient que les sondages dans la nuit quand le personnel local dormait. Pourquoi ils faisaient ça, Jackie? Ah, d'accord. Les Chinois travaillaient dans la nuit avec les lampadaires et le personnel local était interdit d'être sur site à cette heure-là. Pourquoi, Jackie? Qui a interdit au personnel local d'être sur site? Les Chinois ou les Les Chinois. Les Chinois. Ils ont ce toupet de venir chez quelqu'un lui interdire de... Oui, mais monsieur Jackie, moi, ce sont les patrons. Si le patron a dit va dormir, tu vas dormir, non? Ah, je comprends. Mais pourquoi les Chinois envoyaient les Camerounais dormir et faisaient le travail dans la nuit? Chacun se fait son idée. A compris. Bon, je comprends bien que dans les sites miniers, on peut vouloir travailler 7 jours sur 7, 24 sur 24. Mais travaillons 24 sur 24 avec tout le monde. Avec tout le monde. Pourquoi mettre le personnel Camerounais en chambre et vous, il n'y a que les Chinois qui travaillent? Et je te rappelle, c'est leur pratique. Ils m'ont fait ça au Gabon. Ah bon? Ils m'ont fait ça au Gabon dans l'exploitation minière que j'avais mis sur pied à Miamisens, dans la province de Logo et Bindo. D'accord. Puisque moi, je n'étais pas sur site, j'avais des gars sur site. Qu'est-ce que les gars faisaient? Les gars, en journée, ils jouaient au paresseux. Et c'est dans la nuit que les gars descendent sur site, commençaient à laver de l'or. D'accord. Donc, c'est une pratique. J'ai l'impression que quand les Chinois, M. Jackie Mafo, partent de la Chine, on leur dit, les gars, vous partez dans un territoire, dans un continent conquis. Là-bas, ils sont assez bêtes, assez cons. Et voilà. Vous partez là-bas pour une seule mission, prendre. Surtout dans le secteur minier. Je ne sais pas ce qui se passe dans les autres secteurs. Parce que les Chinois ne sont pas seulement impliqués dans les mines. Il y a encore d'autres secteurs. Où ils sont partout. Donc, et je suis convaincu, Jackie, que les Chinois quittent la Chine avec des instructions fermes. Comme les Occidentaux quittent l'Occident avec des instructions fermes. Il n'y a pas que les Chinois. Hein. Non, bon, ici, on parle du projet de Kribi. Et ce sont les Chinois qui sont là-bas ou ce sont les Occidentaux? Ce sont les Chinois aujourd'hui, voilà. mais c'est que les Occidentaux. Hein, donc, ils vont avec des instructions fermes. Et on leur dit, voilà, ce sont les Africains, ce sont les affamés, ils sont prêts à vendre leur pays pour n'importe quoi. Et voilà comment ils fonctionnent. C'est pour ça que quand ils arrivent ici, là, ils ne nous respectent pas. Ils ne nous respectent pas. Ils ne nous considèrent même pas comme les gens. Il n'y a pas que les Chinois. Hein. Je suis d'accord avec vous. Même les Russes, même les Occidentaux sont en train de me... Ah oui, c'est bien ce que je disais. Oui. Il y a beaucoup qui travaillent dans les boîtes occidentales, que ce soit... Il y a des réunions où on vous met carrément dehors, vous les locaux. Je vais vous le dire, j'ai travaillé pour Bolloré plusieurs mois, je n'ai jamais été convié à une seule réunion du personnel. Voilà. Tu dis personnel, quand on parle des réunions stratégiques, vous n'êtes même pas informé. Parfois même, tu es dans la compagnie, tu as un poste assez élevé, tu penses que tu seras convié. Non. Quand ils font leur réunion, là, vous partez. Donc, c'est comme ça. Donc, tous ces gens-là qui viennent en Afrique, ils pensent toujours qu'ils viennent dans un territoire des bêtes, des gars qui ne réfléchissent pas. Nous allons les amadouer, nous allons prendre les richesses, nous allons partir avec eux. Mais nous devons
aujourd'hui dit que non, nous sommes formés, nous comprenons ce qui se passe. Peut-être nous n'avons pas de moyens pour développer nous-mêmes nos ressources, mais nous avons quand même pendant longtemps maîtrisé cette technologie-là, maîtriser comment faire des recherches sur telle ou telle substance, maîtriser comment faire le calcul de ces réserves, maîtriser comment développer la mine, maîtriser comment aller lever des fonds dans les bourses. Toute cette chaîne-là, nous avons maîtrisé. Okay? Donc, nous étions dans le volet cacher les informations ou travailler dans la nuit. Donc, c'est ce qui se passe. Donc sur ce projet de l'OB, les Chinois travaillent dans la nuit quand ils faisaient le sondage. Quand tu travailles dans la nuit, ça veut dire que tu veux cacher quelque chose. Tout à fait. Tout à fait. Okay? Alors, bon, dans notre métier, monsieur, parce qu'il faut que je rentre dans les détails. Dans notre métier. Je comprends, oui, tout à fait. Dans notre métier, je prends un exemple. Je sors de la Tanzanie. Je vous assure que les échantillons que nous avons prélevés en Tanzanie sont encore en Tanzanie. Ça est en train de suivre la procédure pour pouvoir être sorti du pays. Nos échantillons que nous avons prélevés, quand nous sommes arrivés au département de géologie du ministère des Mines, ils ont dit, OK, bien, c'est ça que nous voulons partir. OK. Bon, maintenant, ils ont ouvert l'échantillon. Tu sais ce qu'ils ont fait, l'échantillon? Non. Chaque échantillon, on coupait en deux. Une partie pour vous, une partie pour nous. Non seulement ils scindaient les échantillons en deux, ils faisaient d'abord une analyse préliminaire au Niton. Le Niton, c'est cet appareil, on appelle ça XRF, qui vous donne les résultats immédiats des éléments qui se trouvent dans la roche que vous êtes en train de partir avec. Donc, ça veut dire que les Tanzaniens, avant de vous laisser sortir avec les échantillons, ont déjà une idée de ce qui est dans les roches que vous partez avec. Et là, le calvaire ne finit pas. Ça passe encore d'autres procédures. Et tout est scellé. On ne vous permet même pas en temps, parce qu'il peut y avoir des jonglages. En temps, peut-être vous pouvez encore prendre de vous remplir. Non, on vous scelle les sacs. J'ai les photos, je peux te montrer. Donc, tu vois comment, quand une procédure est assez vissée comme ça, là, il ne peut pas avoir de fautes. Est-ce qu'au Cameroun, nous avons la même procédure, M. Jacques Mafon? Je ne sais pas. Je suis convaincu que personne ne sait combien d'échantillons les Chinois ont sorti du Cameroun pour aller faire analyser ça chez eux. Ils vont aller faire analyser chez eux. Voilà, faire chez eux. Les sondages. Dans les pays où j'ai travaillé, M. Jacques Mafon, on dit que quand vous allez faire des sondages carottés, vous devez, dans votre site, conçu un hangar de conservation des carottes. Ça veut dire quand vous avez sorti les carottes, ce sont des roches, comme ça, assez longues, comme de la baguette. Tu vois, non? On vous dit, quand vous avez sorti ça, vous faites aussi la même chose, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Vous coupez ça en deux. Une partie, vous prenez pour aller faire vos analyses, et une partie, vous laissez. C'est ce qu'on appelle échantillon témoin, qui doivent toujours rester sur le site. Sur le site. Donc, même 1 mètre d'échantillon ne doit jamais chercher son fait sans trouver. Vous êtes comptable. Allez-y sur le site de la Lobé pour voir si cet hangar existe, pour voir si les échantillons sont là. Aujourd'hui, même si on veut auditer leur travail, on va auditer sur quoi? Sur quelle base? Ils ont fait combien de mètres de sondage? Ils ont fait combien de puits? Quelles sont les profondeurs moyennes? Cela signifie que le manquement à ces règles que vous édictez rend caduque tout simplement ce contrat-là, cette convention signée. Le manquement pose une grande question sur les réserves annoncées. OK? Le manquement pose une grande question sur l'étude de faisabilité, M. Jacques Mafon. Quand un projet a subi une étude de faisabilité, vous allez demander à n'importe quel géologue. Que veut dire étude de faisabilité? Ça veut dire qu'on essaie un peu sur un plan pilote de faire fonctionner le projet. Est-ce que vous me comprenez? Je comprends bien. On fait fonctionner le projet à petite échelle. Moi, avec les Brésiliens au Gabon,
quand on passait à l'étude de faisabilité, on avait sur site ce qu'on appelait des unités pilotes. Ça veut dire que quand les Chinois vous ont dit que nous allons enrichir le fer de 33 à 65%, ça veut dire qu'ils ont passé ça dans les unités pilotes. Mais où sont ces unités pilotes? Ils ont sorti, donc ça veut dire qu'ils sont allés faire des unités pilotes chez eux. Et pour cela, il fallait sortir des tonnes de fer, monsieur Jackie Mafo, pour aller faire des essais. D'accord, docteur Bajayoumsi, comment expliquez-vous le fait que les Chinois sortent tous ces échantillons au vu et au su de toutes ces personnes, lèvent le petit doigt dans votre pays? Je n'ai pas lu le code minier à fond pour maîtriser le mécanisme de sortie des échantillons, mais je pense que le Cameroun, nous sommes assez structurés. Je pense qu'il n'y a pas de loophole, comme on dit là, des trous dans ce code minier. Je pense que la procédure doit être celle que je suis en train d'expliquer là. Et c'était un pas rentable pour les Chinois de faire sortir des tonnes de minerais de fer pour aller faire des essais chez eux, pour aller faire des essais d'enrichissement chez eux, que de faire créer une unité pilote sur site et de le faire très facilement. Vous comprenez? D'accord, il y a donc une duperie quelque part. L'un a dupé l'autre. Et voilà, vous me comprenez. C'est assez simple parce que, écoutez, M. Jacquet, ma volonté, les gens pensent que je suis là pour, je suis anti-chinois. Non, j'ai dit non, c'est pas ça. Je veux des investisseurs. J'étais en Tanzanie. Dans mon équipe en Tanzanie, il y avait un Chinois. Je peux vous te montrer les photos. Mais je dis ceci. Faisons les choses comme il se doit. Faisons les choses comme il se doit. Nous voulons des investisseurs. Monsieur Jacques Mafon, je suis le premier à souhaiter qu'une mine soit opérationnelle au Cameroun. Mais pas à tous les prix. Pas à tous les prix. Pas parce qu'on veut avoir une mine. Pas au détriment des nationaux du pays. Mais c'est ça. Je veux une mine. Mais je veux une mine qui va profiter à tous les Camerounais. Hein. Je veux une mine qui doit profiter aux riverains. Je veux une mine qui doit assurer du job à nos ingénieurs en mine qui sont là. Et qui seront bien traités. Les Chinois ont un souci de traiter leurs employés. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Ils ont un souci pour traiter leurs employés. Ils ont un souci avec l'environnement. Ils ont un souci dans la gestion communautaire. Ils ont un souci pour payer les taxes. Ils ont un souci pour déclarer. Ils ne respectent pas les règles, tout simplement. Ils ne respectent rien. Comme les entreprises occidentales aussi. Hein. Il n'y a pas que les Chinois, il faut bien le dire. Bon, c'est pratiquement tout ce qu'ils veulent de nos minéraux qui se comportent en gangsters. Aucune entreprise, non, on ne va pas dire ça, on ne va pas exagérer. Plusieurs entreprises occidentales, chinoises et autres, des entreprises étrangères, ne respectent pas les pays africains en affaires. Je le dis comme ça. Mais, bon, écoute, ça dépend de comment. Si sur la table de négociation, vous allez là-bas en mendiant, on ne vous respecte pas. Si vous allez vous comporter en mendiant, on ne vous respecte pas. C'est tout. Cela pose le problème des hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Cela pose un problème de prise de conscience de tout et chacun. Le sens patriotique, l'amour pour son pays. Et non pour son porte-monnaie personnel. L'amour pour son pays. Je vais vous prendre un exemple, M. Jacques Mafon. J'ai vu une scène qui m'a choqué tout récemment à Cape Town. Il y a eu une conférence minière, la plus grande d'Afrique, Mani Indaba, où toutes les compagnies, que ce soit nationales ou privées, y vont pour présenter des projets. Ils vont pour chercher des partenaires, que ce soit techniques ou financiers. La conférence dure 4 jours. Le premier jour, on ouvre la salle d'exhibition aux environs de 13 heures. Et au troisième jour, on commence à fermer pour clôturer le lendemain à midi. Vous savez quand la délégation camerounaise de la Sonamine est arrivée? Vous allez me dire. La délégation de la Sonamine est arrivée au deuxième jour, M. Jacques Mafou. D'accord. Je peux vous montrer les photos.
Au deuxième jour, ils étaient dans leur stand avec encore les valises, les trolley dans le stand. Deuxième jour. D'accord. Et ils ont quand même fait l'effort d'ouvrir le stand, qui était vraiment très pauvre. Monsieur Jackie Mafo, est-ce que vous vous imaginez une compagnie minière nationale qui va à une conférence minière, qui a un stand, et que dans ce stand-là, il n'y a même pas la carte du Cameroun? Pardon? Il n'y a même pas la carte du Cameroun au mur. Quand je parle de la carte du Cameroun, la carte administrative du Cameroun, je n'ai même pas parlé de la carte géologique ou de la carte des différentes levées géophysiques qu'il y a eu au Cameroun. Vous allez vendre quoi à Indaba? Qu'est-ce qu'ils auraient faire? Vous allez vendre quoi? Vous arrivez au deuxième jour avec rien. Il y avait une jeune fille là qui était assise sur une chaise avec une table et avec un porte flyers qui était déposé là. Je pense que c'était les flyers de la Sonami. C'était tout. Les murs du stand n'étaient pas habillés, M. Jackie Mafou. Je vais vous envoyer les photos. C'était un scandale. Envoyez-les-moi, j'ai besoin de les voir. Et le directeur général, M. Hervé, était là. Hein? Il était là. Monsieur Hervé, comment? Son nom? C'est Bobo, voilà, je ne sais pas. Il était là, le DG de la Sonamine, en principe, il était là, avec sa délégation, avec un stand même pas habillé, même pas le drapeau du Cameroun. Qu'est-ce qu'ils y sont allés faire? Peut-être ils ont mis le drapeau du Cameroun au dernier jour, mais les photos que j'ai, je ne vois pas le drapeau du Cameroun, je vois seulement des écritures Sonamine. Et les écritures Sonamine, là, ce sont les organisateurs de l'événement Maïndaba qui offrent ça à toute personne qui a booké pour un stand. Je suppose que la réservation du stand est payante. Bien sûr, elle est payante. Le Cameroun a donc payé pour aller faire du tourisme, quoi. Bon, je ne sais pas. Peut-être ils ont eu. Moi, Maïndaba, j'y vais chaque année. Avant que Covid n'arrive, j'y allais chaque année. Et sans te mentir, chaque année, le Cameroun arrivait toujours en retard. Chaque année. Il y a même une année où le secrétaire général est arrivé. Et il est aussi arrivé en retard. Toute la délégation. Et ils arrivent toujours, ils sont toujours en train de chercher les chambres d'hôtel. Parce qu'ils arrivent quand tout est bouqué. C'est pour ça que tu les retrouves dans les stands avec leurs valises. Oh mon Dieu. Donc c'est pour ça qu'il dit qu'il faut avoir une conscience, un peu de conscience personnelle. Donc, quand on va représenter notre pays, essayons de bien faire les choses. Représentons notre pays. OK? Quand on va vendre notre pays sur le plan minier, on doit s'armer pour qu'on nous prenne au sérieux. Si on ne nous respecte pas, c'est parce que nous ne nous respectons pas nous-mêmes. Si on n'a rien à présenter aux investisseurs, n'y allons pas. N'y allons pas. Que d'aller déshonorer le pays. Docteur Benjamin Moussi, revenons sur cette convention signée avec Sinotel. J'espère que je prononce bien le nom. Oui, Sinostil. Oui. Donc, effectivement, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, il y a ce problème au niveau des ressources. Donc, il y a des réserves que, je dis, je suis pas, ça ne tient pas. Il y a la partie de l'or et des métaux de base que je ne retrouve pas. On va dire que c'est un permis qu'on a dérivé sur le fer et non sur les autres. OK. Mais si entre-temps, on recoupe l'or, on fait comment de ça? On jette. Dites-moi. Donc, j'attire l'attention que, mais non, vous avez peut-être manqué quelque chose. Au lieu de me remercier pour avoir soulevé un problème, on commence à taper sur moi. Il dit, mais non, on donne toujours sur fer et minerais connexes. On se couvre. Vous comprenez, M. Jackie? On se couvre. Et maintenant, à l'opérateur, on s'assure qu'il ne cache rien. Bien. OK? Voilà, donc il y a ce volet-là. Maintenant, il y a le volet de négociation. Négociation. Oui. J'ai eu à négocier environ 30 contrats miniers en RDC. En Éthiopie, j'ai négocié 2. Au Mozambique, j'ai négocié 4. En Zambie, j'ai négocié 5. Au Gabon, j'ai négocié environ avec la compagnie minière. Bon,
tous les contrats là-bas, c'est moi qui les négocié, tout le patron du développement d'affaires. Hum. En Guinée, j'ai négocié le logement de fer de Simandou. Au Libéria, j'ai négocié pour le faire aussi. Okay. Au Cameroun, j'ai évalué. C'est clair, ils ne savent pas. Tous les projets du Cameroun, les projets de fer du Cameroun, j'ai évalué avec la compagnie brésilienne. Quand on dit évaluer, ça veut dire que j'ai eu accès aux informations confidentielles de chaque compagnie qui détenait les permis de recherche sur les différents gisements de fer en 2012. M. Jacques Mov, en 2012, oui. J'ai évalué tous les gisements de fer du Cameroun et j'ai eu accès aux bases de données de toutes les compagnies. Il inclut d'autres grands projets de fer Balang. Les informations de Sundays. Ils ont tout basé en Australie. Leur base de données se trouve en Australie. On avait accès à travers des codes qui nous avaient attribués à l'époque. Donc, quand je parle ici, des gisements, je sais de quoi ils parlent. Parce que j'ai eu accès aux informations. C'est ça l'avantage de travailler pour les grandes boîtes. C'est que quand ils ont besoin de faire des évaluations des projets, ils approchent les compagnies qui font de la recherche, ils signent des accords de confidentialité et ces compagnies ouvrent leur base de données parce qu'ils sont en train de vouloir vendre le projet. Donc, quand tu veux vendre le projet, tu dois convaincre. Et on ne convainc pas en venant sur les plateaux bavardés, on convainc avec les informations. Et les chiffres. Et les chiffres. Pour convaincre une boîte comme Vale sur les analyses géochimiques, il faut montrer que tu as effectué tes analyses dans un laboratoire accrédité. Et ces laboratoires accrédités, il n'y a que peut-être 3 dans le monde. Si tu montres que tu es parti faire des histoires en Chine, personne ne croit. Si tu vas certifier tes réserves en Chine, qui va regarder ça? On ne reconnaît pas la certification. La certification des réserves venues de la Chine. On ne les reconnaît pas. Ils peuvent aller regarder il faut Google, ils regardent. Quelles sont les certifications qu'on reconnaît? Si les Chinois ont fait certifier chez eux, on devrait demander d'aller faire ça aussi chez les Australiens ou chez les Canadiens. OK? Donc, maintenant, la partie convention minière. La convention minière, elle est assez générale. D'abord, le premier point qui m'a tué, c'est que les Chinois sont venus prendre un gisement qu'on connaissait déjà. C'était notre patrimoine. OK? Quand je connais que j'ai le fait ici, là, comment je peux connaître que j'ai un fait ici, un gisement de fait ici, là? Je donne ça comme ça. Là. Non. J'ai appris au Congo. J'ai appris en Guinée que quand tu as déjà un gisement connu, si tu veux attribuer ça à X, la personne pour entrer dans ça te donne ce qu'on appelle pas de porte ou bonus. C'est clair. Ce pas de porte qui, je l'ai vu ici en cherchant, qui est de combien de pourcents? Non, le pas de porte, maintenant, ce sont les techniciens qui décident, qui décident, ça sort, le prix peut sortir des négociations. Moi, j'ai mis un montant là-bas, $5. J'ai été assez quand même conservateur, qui n'est pas agressif. $5 par tonne. $5 par tonne. Ça, c'est pas que je suis en train de vendre le minerai, c'est que c'est le bonus de signature. Parce que je t'ai laissé venir développer mon gisement que je connaissais déjà. Tu dois d'abord me donner ça. On aurait versé ces $5 par tonne au Cameroun, cela aurait donné $2 milliards. Ça veut dire 2 milliards, 1200 milliards de francs CFA. 200 milliards de francs CFA. De quoi bitumer l'autoroute Douala-Yaoundé qui n'est jamais terminée depuis Mathusalem. Bon, 1200 milliards, ça peut faire beaucoup de choses. Bon, c'était juste pour montrer que voilà ce qu'on a loupé. Et voilà ce qu'on devait demander. Ce n'est pas un crime. On a demandé ça. Les pays ont demandé ça. Le Congo a même fait une révisitation des contrats miniers et a encore revu même ces bonus à la hausse. Tu comprends, hein? Voilà. Donc, c'est d'abord le loophole qu'il y a eu dans cette convention que nous avons considéré que les Chinois ont découvert le gisement de fer de Lobé, alors que ce n'était pas le cas. Ils n'ont pas découvert. Puisque tu n'as pas découvert, tu perds le droit d'entrée. C'est très simple. Quel que soit, il dit que les Chinois, ils ont quand même la volonté. Non, nous ne sommes pas là, nous ne sommes pas les enfants de cœur. Ils ont la volonté, c'est tout le monde qui a la volonté. Moi-même, je peux, donne-moi ce gisement de fer là, je développe. Je vais aller lever. Donne-moi un titre minier sur l'Obé. Je vais lever des fonds sur le marché boursier.
je vais lever des fonds. Ils disent qu'ils vont dépenser 475 millions de francs CFA. Ça n'atteint même pas 1 milliard de dollars. Ça n'atteint même pas 1 milliard de dollars, c'est ce qu'ils vont dépenser. Vous pensez que 1 milliard de dollars, ça peut dépasser les investisseurs camerounais, plus les Camerounais même peuvent mobiliser cet argent. Docteur Benjamin Moussi, pour ne pas tirer cette émission à plus d'une heure, car cette partie concerne le Cameroun est passionnante, je comprends, c'est votre pays d'origine, c'est même votre pays tout court. Nous sommes à plus d'une heure d'émission déjà. Nous allons inviter les téléspectateurs à lire vos propositions, vos analyses en dessous de cette émission, donc sur GMTV+. C'est un article que vous pouvez déjà retrouver sur votre chaîne, sur votre site, mais je vous le republie avec cette émission. Alors, aujourd'hui, les populations de ce coin-là du Cameroun et même quelques avocats originaires du Cameroun, je vois Maître Timban qui vit ici avec moi à Paris, sont en train de se battre pour faire annuler cette signature conventionnelle. Où en est-on? Est-ce que cela prend la route ou pas? Écoutez, M. Jackie, moi, j'ai donné mon avis d'expert sur le projet. Bon, il y a des revendications qui viennent un peu de partout. Je pense que la haute autorité du pays est en train de suivre tout ce qui se passe autour du projet et prendra ses décisions. OK? La population se plaint, les avocats se plaignent, la société civile se plaint, les experts se plaignent, les leaders politiques se plaignent. Donc, ça, si tout le monde se plaint, ça veut dire peut-être qu'il y a un problème et qu'il faut peut-être renvoyer les choses à la case de départ et mieux voir, mieux regarder cette chose. Personne ne veut mettre Sinostyle hors du Cameroun. Mais on veut que Sinostyle fasse les choses comme il se doit, M. Jackie. En règle, oui. Comme il se doit. Si vous avez pris un permis pour faire, pour confirmer les réserves, faites vraiment le travail comme il se doit. Ne faites pas travailler les Camerounais en journée et dans la nuit, vous les envoyez dormir pour continuer le travail. OK? Si vous avez dit que vous avez fait une étude de faisabilité sur le projet et que vous avez fait un essai d'enrichissement, dites-nous au moins où vous avez fait ces essais. Non. OK? Si vous avez sorti des carottes et que vous avez constaté qu'il y avait des filons de quartz qui contenaient de la minération d'or et d'autres métaux comme cuivre, dites, nous ne sommes pas des moutons. Avant-dernière question, docteur Benjamin aussi. Vous êtes un expert reconnu, mondialement reconnu, au vu de votre parcours et de votre expérience. Comment expliquez-vous le fait que votre pays ne fait jamais appel à vous dans ce genre de situation? Comment l'expliquez-vous? Bon, il faut comprendre que j'ai passé plus de 20 ans de ma vie à l'étranger. Hein. J'ai fait 15 ans en Russie. Je suis à ma 10e année en Afrique du Sud. J'ai fait 5 ans au Gabon. Je ne vais pas vous laisser vous en tirer comme ça. Vous êtes toujours Camerounais, n'est-ce pas? Oui, je suis Camerounais. J'ai dit ceci. Il fallait me laisser finir Allez-y, mais là, sur ce point-là, vraiment, je vous suis. Oui, je veux pas beaucoup dormir comme le travailleur camerounais dans la nuit. J'ai passé beaucoup de temps dans la vie à l'étranger. OK? Oui. Et quand j'ai compris que le pays avait besoin des enseignants pour aider la jeunesse, j'ai répondu. Est-ce que je n'ai pas répondu? J'ai répondu. Combien coûte mon billet d'avion pour venir au Cameroun enseigner chaque mois? On vous le rembourse au moins, j'espère. Non, je suis un fonctionnaire, on ne me rembourse pas. Mon salaire, n'achète pas mon billet d'avion. Je fais des sacrifices déjà pour mon pays. Je suis un patriote. Là où je peux me sacrifier pour mon pays, je le fais. Donc, vous payez de vos poches pour implémenter votre savoir dans votre pays. Oui, bien sûr, parce que je veux voir la jeunesse profiter de ce que j'ai eu sur le terrain. Je vous dis la vérité, ce que je fais, peu de Camerounais pourront le faire. Acheter un billet tous les mois pour aller enseigner au Cameroun. De vos poches.
de mes poches, je le fais. Très bien. J'ai accepté d'enseigner. J'ai accepté d'enseigner. Ça veut dire que je dois vaquer à mes occupations. Et je le fais. Docteur C'est moi Bajaï, qui ai accepté d'enseigner. oui, d'accord. Docteur Bajaï, cela signifie que les autorités de votre pays vous connaissent. On ne peut pas être enseignant d'université dans un pays sans être connu, surtout dans des matières stratégiques comme les vôtres. Cela signifie qu'on sait ce que vous faites au Cameroun. On a votre CV au Cameroun, on a votre cursus au Cameroun. Je reformule ma question. Comment expliquez-vous le fait qu'on ne fait jamais appel à vous dans de telles négociations? Comment expliquez-vous? Trouvez-vous une explication à cela? Oui ou non? Non, mais bon, je répondrai à cette question quand il y aura des prochaines négociations. Très bien. Depuis que vous avez commis ces critiques positives en faveur de votre pays, avez-vous reçu le moindre coup de fil d'une autorité camerounaise allant dans ce sens-là? Bon, écoutez, monsieur Jacques Mafo, quand j'ai fait j'ai donné mon avis d'expert, ce n'était pas pour attendre que les autorités m'appellent, je l'ai fait en tant que Camerounais. Oui. Et je n'attends pas à être remercié ou à être... Non, je fais mon travail, c'est tout. Je ne parle pas de vous remercier. Et je vous rappelle que je suis boursier de l'État camerounais. Ça veut dire que je suis allé étudier à l'étranger pour le compte de l'État camerounais. Donc, ce que je fais là, c'est tout à fait normal. Très bien. J'espère que beaucoup de Camerounais vous suivront et j'espère surtout que vous serez écoutés au sommet de l'État. Dernière question, docteur Barjayoussi. Y a-t-il une question importante que vous auriez aimé que je vous pose et je n'ai pas tilté dessus, étant donné que je ne sais rien, j'apprends tous les jours. Même avec vous aujourd'hui, j'ai appris sur le secteur des mines. Je dis qu'on ne sait pas grand-chose. Non, mais je pense que nous avons couvert toute la thématique, que ce soit au niveau de l'Afrique ou au niveau du Cameroun. Je continue, je crois au Cameroun. Je crois que nous avons un potentiel minier. Je crois que nous avons de la matière grise. Les Camerounais sont assez formés. Hein. Il faut juste aller dans les universités à l'étranger. Vous allez voir, les Camerounais sont assez formés. Il faut regarder même sur le plan national. Les gars sont là, ils sont formés. Donc, ça veut dire que nous avons tout. OK? On doit seulement juste se mettre au travail. On doit se mettre au travail. On peut faire du Cameroun aujourd'hui un pays minier, comme on peut faire du Cameroun un pays pétrolier. La SNH ne doit pas seulement s'occuper à gérer les participations d'État dans les joint ventures. La SNH doit être une partie prenante dans la recherche, l'exploration et l'exploitation du pétrole. Est-ce que vous pouvez me dire combien de gisements sont exploités par la SNH? Le pétrole. Rien. Okay? Nous devons prendre ce volet ressources minérales et pétrolières en main. Et c'est quand on aura pris le contrôle de ça qu'on pourra développer notre pays. L'Afrique du Sud est développée sur la base des ressources minérales. Le Botswana s'est développé sur la base des ressources minérales. La Namibie, même chose. Et je suis en train de voir la Tanzanie se développer sur cette base-là. Okay? Donc, nous pouvons changer ce pays-là. Et quand il changer, ça veut dire qu'à booster encore l'économie du pays avec des revenus qui viennent des ressources minérales et pétrolières. Pour booster, il ne faut pas seulement qu'on reste là, nous attendons les taxes. On ne peut pas rester là, on attend que les autres viennent exploiter pour nous et nous payer les taxes. Non, nous devons nous approprier nos réserves. Nous devons mettre ça en exploitation et tirer le plus grand profit de ces réserves-là. Regardez les pays du Moyen-Orient, par exemple le Koweït, tous ces pays-là, sont des pays pétroliers. Ils invitent des gens, des compagnies travailler, mais si vous voyez des contrats là-bas, les contrats sont costauds, sont assez costauds. L'Afrique du Sud invite des gens à venir travailler, mais regardez les contrats. Est-ce que vous savez que dans les partenariats ici, là, dans les projets miniers, ils sont à ce 50-49, 50% pour les investisseurs et 49% pour l'État sud-africain. Est-ce que vous imaginez? Alors, Cameroun, on nous brandit un 10%, on a dit qu'on a bien négocié. Hein? On nous brandit un petit 10%, on dit qu'on a bien négocié. On nous brandit 1% de transformation, on dit que nous avons fait là, des miracles, on a eu 1%, que les Chinois vont nous laisser 1% de production au Cameroun. Monsieur Jacques Mafon. 1% de production. Et vous applaudissez.
1%, ce qui vous appartient, on vous donne 1%. Vous criez succès. Moi, au Congo, on donnait 30%. 30% des ressources, 30% des minéraux produits restent dans le territoire et transformés dans le territoire. Et négocié par vous, docteur Benjamin aussi. Non, je n'ai pas dit que tous les contrats du Congo étaient négociés par moi. J'ai dit que la partie qui est négociée, c'était ça. La partie que vous avez négociée pour le Congo, vous, enfant du Cameroun, vous avez obtenu 30% pour le Congo. Non, non. Non, au Congo, je travaillais pour la compagnie, pour les majors. Ah, donc, ça veut dire que quand les Congolais négociaient, eux, ils étaient en face de moi. Moi, je défendais les intérêts. D'accord, je comprends. Ils négociaient mieux que vos compatriotes, quoi, Camerounais. Voilà, c'est ça. Les gars nous prenaient 30%. 30% de nos minéraux. Bon, j'étais en ce moment chez les Brésiliens, 30%. Et on était obligé de laisser. Parce que, M. Jacques Mofo, tout projet minier passe par la mise en place de ce qu'on appelle tableau de bord. Tableau de bord, c'est le modèle financier. Vous comprenez, non? Le modèle financier. En langage technique, c'est le discount cash flow. Ça veut dire que vous avez tout le projet sur papier, vous avez tous les mouvements, tous les flux d'argent sur papier, vous regardez comme ça. OK? Et quand vous négociez, si les gars vous disent 30% ici, là, vous introduisez 30%, vous voyez comment ça se comporte. OK? Donc, si on arrivait à accepter 30% localement de laisser, ça veut dire que ça, à la fin, le retour était toujours bon. Hein? Très bien. C'est bien noté, docteur Benjamin aussi. Un instant, j'ai compris, le DG de la Tsunami dit, les Chinois, sur ce projet, un coût opérationnel élevé. Nous devons. J'ai dit que, mais, M. Jacques Mafo, les Chinois sont reconnus dans le monde d'avoir un coût opérationnel toujours très faible. Comment par magie, au niveau d'Alobé, ils ont un coût opérationnel hyper élevé? Qui vient investir dans les mines pour perdre? Qui vient investir dans les mines pour perdre? J'aurais attendu que Sinostyle vienne elle-même se justifier. Mais Sinostyle laisse le ministère. Comment le ministère peut jouer l'avocat de son partenaire? Non, monsieur Jacques Mofo, dites-moi, comment c'est le ministère des Mines du Cameroun qui défend Sinostyle? Mais c'est du jamais vu. Ça fait depuis 1 mois que cette convention est signée. Sinostyle invisible. Invisible. Et ce sont eux qui ont fait les travaux. Ils sont incapables de venir parler en tant que technicien, nous parler. Incapables. Ils disent au Camerounais, allez vous-même nous défendre. Est-ce que quelqu'un aurait mis le doigt dans le pot de confiture ou de miel? Monsieur Jacques Mofo, ici, tout ce que je constate, c'est que ce sont les Camerounais qui défendent Sinostyle. Et tout ce que je constate, les Chinois eux-mêmes sont calmes. C'était pas une question pour vous, c'est moi qui vous pose la question aux téléspectateurs. Est-ce que quelqu'un de la société, comment elle s'appelle encore, la société minière Cameroun du Cameroun? Sinostyle, oui. Non, la société minière du Cameroun. Là. Ah, Sonamine. Sonamine. Est-ce que quelqu'un à la Sonamine aurait mis son doigt dans le pot de confiture de miel? Est-ce que quelqu'un au ministère ou au placé au Cameroun aurait trempé son doigt dans le pot de confiture de miel? Comment expliquer, comme dit le Dr Benjamin aussi, que ce sont les Camerounais qui défendent une société qui est en train de plumer le Cameroun? Suivez le regard. Dr Benjamin aussi, sentez-vous libre de revenir quand vous voulez sur ce plateau. D'ailleurs, je vous convierai désormais à chaque fois ici, quand il faudra parler de mines, d'énergie, de pétrole, je vous convierai toujours. Je vous signerai peut-être même un contrat, mais gratuit, puisque vous pouvez travailler pour le Cameroun gratuitement. Je vous signerai un contrat pour être consultant spécial exclusif de GMTV+, pour parler de ces questions-là, qui permettrait d'éduquer nos populations et même nos dirigeants, car beaucoup ne s'y connaissent, ne comprennent rien dans les mines. J'ai comme l'impression. Je vous remercie, M. Jackie Mofo. Je pense que j'ai fait mon devoir de citoyen de mettre à profit mon expertise dans le domaine. Je ne dis pas que tout ce que j'ai dit est sans faute, mais je pense que j'ai dit ce qu'il fallait dire et tout ce que je dis est bien pour le projet, est bien pour le Cameroun, est bien pour son peuple. Merci encore, Dr Benjamin aussi. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission qui a été assez longue en 3 parties. Si vous avez des questions, et je suis sûr que vous en aurez, écrivez-les nous sur GMTV+. Vous trouvez l'adresse email contact@gmtvplus.com. Envoyez-nous toutes vos questions. Je vais réinviter Dr Benjamin aussi pour
pour leur donner des réponses. Abonnez-vous également sur JMTV+, car nous ne sommes plus, JMTV+, n'est plus sur YouTube, censuré. Pourquoi, je ne sais pas. Vu toutes les énormités qui se disent sur YouTube, je ne comprends pas qu'on sanctionne un média qui ne fait que faire son travail et donner de l'information. On se retrouve donc dans quelques jours sur ce même média. D'ici là, malgré la situation extrêmement compliquée à la Lobé, à Kribi, partout, dans toute l'Afrique noire francophone, gardons quand même la banane. À très bientôt. Merci.